Bon, cette fois-ci, ça tombe sur quel jour? Le 16 juin? Ah non, non, on est le 6 juin, excusez-moi. À 10 jours près, c'est bon, je pouvais sortir cette vidéo, mais non. Non, du coup, bah, ça fait un an que Rise of the Beast est sorti. Ouais, du coup, on va en parler, mais accrochez-vous. Bonsoir, bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, ah, y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es quoi? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va entrechoquer le monde. J'ai l'impression d'être cynique enfin non, pas cynique le rappeur, hein, mais ouais, quand je dis ça, je suis cynique, d'où le synonyme. Sur internet défile un débat qui fait pas trop l'unanimité, à savoir que le Transformers de Michael Bay est clairement pas supérieur à Transformers Rise of the Beast, sorti l'année dernière. Sauf que ce que moi j'en pense, c'est que... En vrai, c'est une bonne question, qu'est-ce que j'en pense, tiens? Parce que, soyons honnêtes, ces deux films se ressemblent sur plusieurs points. À savoir que, bon, c'est les premiers opus d'une saga en particulier, ils incarnent ils introduisent de nouveaux personnages, tout en introduisant à nouveau le lore de la saga Transformers au cinéma, évidemment. La seule bonne question, ça va être de savoir quels sont leurs critères différents qui fait que un est meilleur qu'un autre. Oui, vous avez bien compris, c'est le retour de ma fameuse série que j'avais lancée il n'y a pas si longtemps, à savoir les versus. À savoir confronter sur plusieurs points quelle série ou film est meilleur qu'un ou un autre. Grosso modo, voilà, c'est tout aussi simple, tout aussi con, tu peux pas faire plus con. Et ce qui sera bien, moi, c'est que je vais pouvoir faire une partie de la communauté. À savoir celle que j'aime le moins, évidemment, et ça, ce sera... Ouais, non, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo et elle sortira pas dans très longtemps. Du coup, bah, si vous suivez ce genre de série de vidéos, bah, je pense que vous êtes habitués à ce qui nous attend. À savoir qu'on va analyser les deux films sur leur réalisation, leur scénarisation, leur personnalité de personnages, bref, sur absolument tous les points distincts. Mais avant de s'attaquer au vif du sujet, permettez-moi de vous dire que cette vidéo a un partenariat. Est-ce que c'est un sponsor? Je ne sais pas, mais pour une fois que ça arrive, je me permets. À savoir que le premier sponsor de la chaîne, c'est eux. Ouais, c'est le prospectus que j'étais en train de traficoter et je précise que ce n'est pas un prospectus, c'est un papier super important. L'association d'union de Sosigno est en fait une association créative de l'art, c'est-à-dire ils vont réunir plusieurs gens autour de l'art, c'est-à-dire des gens qui vont peindre, des gens qui vont rapper, des gens qui vont faire du tag, etc. Et ça fait depuis bientôt 15 ans que cette association existe, ça va bientôt faire jour pour jour, et en cette occasion, nous organisons tous ensemble un grand événement. Oui, je me suis incrusté dans l'histoire, hein, c'est pour ça que j'ai sponsorisé en fait, hein, parce que j'ai pas d'amis, que j'ai pas de vie, que je suis une grosse... Du coup, ça veut dire que si vous êtes rappeur, genre toi par exemple, si t'as envie de rapper, bah tu peux littéralement performer chez eux, il y aura aucun problème. Et donc pour cette occasion, la rue des Anges, à savoir l'endroit dans lequel se passe la cérémonie qui est prévue pour les 15 ans de l'association, sera littéralement bloquée. C'est-à-dire tu pourras plus passer en bagnole, tu devras seulement passer à pied. Après je sais pas si à vélo ce sera possible et en moto, alors là ma gueule je te laisse même pas imaginer. Le principal de la cérémonie se passera bien évidemment dans un jardin dans lequel on va te servir des potions. C'est complètement barré et c'est justement ça qui est génial. Là-bas, il y aura même un téléphone qui va te raconter des histoires. Tu pourras même faire un petit photomaton ou je sais pas quoi. Enfin bref, de toute façon les gars, si vous voulez tous les détails, je vous redirigerai vers leur compte Instagram qui sera en lien dans la description pour vous servir évidemment, parce que je suis un gars gentil. Bien évidemment, des gars qui non seulement perforent dans la musique et même dans l'art de manière générale, ils seront présents, dont un gars qui, pour l'anecdote, a travaillé avec MC Solar et des grands du rap français qui ont forgé cette culture. Bref, cette sorte de grande fête se déroulera au 38 rue des Anges, le 14 et 15 juin. La cérémonie se déroulera entre 14 et 19h, donc venez nombreux spécialement pour cette occasion, et en espérant que vous soyez nombreux surtout, parce que moi aussi je serai présent. Donc si vous avez envie d'être fan de moi là maintenant tout de suite, en vous abonnant à ma chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent, il se peut que je vous cite des autographes et que vous me proposiez des idées de vidéos pour l'avenir, qui sait. J'ai vérifié les statistiques et tes vidéos sont plus regardées au Canada, au Cameroun et en Belgique. Il y a un pays quand même qui est de l'autre côté de l'Atlantique, donc pour rejoindre Toulouse, ma gueule, ça va être un peu compliqué. Hein. Après, si vous avez des difficultés pour venir, hein, ça va être compliqué pour vous, ok, mais ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que vous habitez pas loin, vous pouvez venir quand même, s'il vous plaît. La sponsor étant terminée, je pense qu'il est enfin temps de s'attaquer au vif du sujet. Quand tu regardes un film, la première chose à laquelle tu dois regarder, qui est surtout mentionnée en tout premier, ce sera forcément son réalisateur. Parce que oui, la réalisation d'un film, c'est très important à retenir. Parce que si tu sais pas exactement qui réalise ton film...
Bon, je peux avoir des surprises, bien sûr, mais... On va commencer par ce que j'appelle le Transformers 2007, parce que si je dis le Transformers de Michael Bay, on n'est pas sorti d'affaire. Le Transformers 2007, lui, réalisé par Michael Bay, et Michael Bay, on va pas se mentir, a déjà fait ses preuves, que ce soit avec des plans sur 360 degrés, avec des plans crépusculaires qui sont absolument magnifiques, des scènes de destruction et d'explosion super belles. Franchement, avec tous ces arguments-là, on peut s'étonner que Michael Bay puisse avoir une belle réalisation. Effectivement, c'est le cas. Et quand on regarde son film Transformers, franchement, ces scènes de destruction sont ambitieuses, destructrices, massives. Bref, c'est non seulement du bonbon pour les yeux, mais du bon divertissement qui peut transformer ce genre de film en un super bon plaisir coupable, incroyable à regarder. Il est clair que ces nombreuses scènes d'action sont superbes. Franchement, on se sent plongé dedans, on sent que ça bouge de partout. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher de plus ? Peut-être le simple fait que ce soit complètement illisible. Mais tu es complètement fou, quoi. Ça va pas te critiquer P comme ça. Toi, est-ce que tu permets de dire que ce gars-là c'est pas filmé? T'es sérieux? Toi, est-ce que les films de Michael Bay sont illisibles? Mais tu vis dans quel monde? Le blasphème que tu dis est impardonnable. Alors oui, je sais, navré de vous décevoir, mais dans tous les cas, bah c'est malgré tout le cas. Je veux dire, regardez cette simple scène de discussion. Pourquoi est-ce que la caméra se met à faire des mouvements? Genre, je veux dire, tu peux pas filmer ça en simple champ contre champ? Non, c'est pas possible. Au point que ça va jusqu'à montrer le ventre de... Oh... Wow. Non, c'est de terribles fantasmes qui se sont réveillés à l'enfance. Désolé, faut que je vous dégage ça de la tête. D'ailleurs, faut aussi qu'on parle de ces fameuses scènes d'action. Quand je disais tout à l'heure que c'était illisible, je ne déconne pas. Je veux dire, essayez de me dire ce que vous comprenez dans ce genre de scène. Pourquoi est-ce que la caméra se permet de bouger comme ça? On peut sortir l'excuse du « non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste pour être au cœur de l'action, juste pour montrer que ça bouge, etc. etc. » Alors, merci pour la fausse excuse. Mais non. Tout simplement, juste non. C'est pas parce que tu fais une scène d'action qui justifie le fait d'être illisible que ça veut forcément justifier le fait que ce soit illisible. Comprendra qui pourra. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas parce qu'une scène d'action se doit de bouger dans tous les sens ou quoi que ça voudra forcément dire qu'il faut que ce soit illisible. Le meilleur exemple que je peux vous citer par exemple, et qui est sorti exactement à la même période, bah, c'est Spider-Man 2. Je veux dire, la scène du train est absolument éblouissante et extraordinaire. Pourtant, tu comprends ce qui se passe, tout est clair, tout est efficace, et surtout, tu arrives à suivre le fil de l'action sans avoir à t'y perdre. Ce qui rend ce film dynamique, fun, excitant et transaltant, et ce qui a fait dire à tout le monde que la scène du train était la meilleure scène d'action de tous les films de super-héros, au point que dès qu'il y a un film de super-héros qui sort et qu'il y a une scène dans le train, il est immédiatement comparé à ce film. Et bien sûr, pour ceux qui ont vu ma chute de Pirates des Caraïbes, vous savez parfaitement de quoi je parle. Les scènes d'action sont tellement belles, magnifiques, illisibles et ambitieuses que ça rend le tout absolument gigantesque et impressionnant. Donc que Michael Bay rende ces scènes d'action absolument illisibles au point que l'on n'y comprenne absolument rien, j'insiste amplement sur le rien, bah désolé de vous dire ça les gars, ça en fera pas une bonne scène d'action. Contrairement à Steven Caple Jr. qui réalise Rise of the Beast, dont d'ailleurs Michael Bay lui-même a passé le flambeau selon ses dires sur Twitter et même en direct sur le plateau de tournage de ce dernier, bah en fait son problème à lui il est inverse à celui de Michael Bay. C'est-à-dire que là où Michael Bay a beaucoup de choses à proposer, au point qu'il ait ses propres marques, signatures, au point que l'on se dise que dès qu'on regarde un film en particulier, on se dit direct que c'est Michael Bay, bah Caple Jr. on fait pas du tout le lien, surtout si on l'associe que à Creed 2. Bon, certains plans sont un petit peu du vu et revu ainsi que du recyclé dans ce qui a été vu dans le cinéma, à savoir par exemple bon, les scènes à Brooklyn, époque années 90, du hip-hop, etc. etc. Bon, dit comme ça a l'air excitant, mais bon, c'est pas comme si c'était nouveau, surtout dans du cinéma qui se passe en plus de ça dans le passé et qui nous fera voyager dans les années 90 pour voir ce qui se faisait comme film de hip-hop. Je recommande 8 Miles pour commencer. Niveau scène d'action, bon, au moins c'est lisible, c'est déjà bien, hein, voilà, je préfère prévenir. Seulement, il est un petit peu là le problème, c'est que, ok, Caple Jr. nous propose des choses qui ont déjà été vues, revues, etc., etc., mais après, j'avais déjà précisé dans les 5 critiques abusives du film, que Caple Jr. était encore jeune et qu'il avait encore beaucoup à apprendre du cinéma et qu'il avait encore façon à performer et styliser un peu plus son style. Mais s'il y a aussi un autre détail que je dois admettre, c'est que, ok, le gars, il fait exactement tout ce qui a déjà été fait avant, mais au moins la seule chose qu'on puisse se dire, c'est qu'au moins il a son propre style, sa propre identité propre, et surtout, il n'y a pas de meufs qui sont filmées chelouement. D'accord, c'est pas original, mais au point où on en est, l'art ça a jamais été fait pour être original les gars, au bout d'un moment faut se réveiller 2 secondes. Même si les scènes d'action paraissent easy, bah pour une fois que dans du Transformers en live action au cinéma, on est affaire à des scènes d'action lisible. Citez-moi une scène d'action qui paraît un minimum lisible, compréhensif et surtout sans faux raccord, qui soit parfait dans un film de Michael Bay.
Allez-y, allez-y, là tout de suite, je vous attends. Et du coup là, ça va être difficile de les classer tous les deux et d'accorder un point à l'un d'entre eux. Est-ce que on préférera avoir des scènes d'action épiques, magnifiques, avec des explosions de partout, avec une illisibilité absolument absolue, ou bien est-ce que vous préféreriez avoir un Capel Junior qui, même s'il propose rien d'original, au moins a la capacité de nous offrir des scènes d'action plutôt sympatoches? Bon les gars, je sais que je vais faire un choix assez difficile, mais je préfère largement Michael Bay. Le gros problème de Capel Junior, c'est qu'il lui manque encore énormément d'expérience. Et pour moi, il a largement les choses qu'il lui faut pour pouvoir s'améliorer au fil de son temps. Le gros problème, c'est que quand t'as un gars qui a déjà performé suffisamment longtemps dans la réalisation pour nous proposer de belles scènes d'animation, et que t'as à côté Capel Junior qui lui nous propose ce qui a déjà été proposé, quoi. Le plan séquence est original à la fin du film, mais sans plus. Mais avec tout le respect que j'ai pour lui et avec ce qu'il a fait pour Rise of the Beast quand même, et surtout par le simple fait qu'il m'a regardé une de mes stories sur Insta, parce que ça vaut le coup quand même, malgré tout ça, je pourrais quand même le respecter. Même si pour l'instant, c'est le Transformers 2007 qui gagne un point pour l'instant. Bon après, c'est 1-0, il reste encore plein de points à aborder. Niveau effets spéciaux, bon, je pense que, au vu de la situation actuelle qui se passe à Hollywood, je pense que vous savez très bien de quoi on parle, et je pense que vous savez déjà d'avance à qui sera accordé le point. Mais pour l'instant, on va débattre. Les effets spéciaux d'un film, c'est un peu en accord avec la réalisation du film, mais pas trop non plus, parce que bon, les effets spéciaux, ce sont pas les réalisateurs qui s'en occupent, ce sont les studios en particulier, à savoir que c'est ILM dans ces cas-là qui s'occupe des effets spéciaux du film. Et ILM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est George Lucas qui a créé cette société en 1975 pour pouvoir faire son Star Wars. Et à la suite de tout ça, ILM feront tellement de films au travers de l'histoire du cinéma, et ils sont encore actifs même 50 ans après, qu'ils en deviendront littéralement la plus grande société d'effets spéciaux au monde. Oui, mais j'ai bien dit au monde. Et la preuve en est, puisqu'en 2007, littéralement, le film Transformers, sorti donc en 2007 justement, est sans aucune ride. Même si j'ai quelques petits bémols justement à rattraper à ce sujet, et ça d'ailleurs on va y revenir, et justement le film reste toujours aussi beau et agréable à regarder. Les robots paraissent réels au point que tu pourrais presque l'impression de les toucher. La crasse que tu vois sur eux, t'as presque l'impression qu'ils vont se dégrader au fil de leur temps, ce qui les rend encore plus réels. La façon dont le soleil brille sur eux et brille sur leur propre métal le rendent le truc encore plus réaliste. Bref, jamais les Transformers ont aussi été bien ancrés dans la vie réelle que ce que c'est aujourd'hui. Et venant d'un gars qui a regardé beaucoup d'adaptations de live action, enfin de dessins animés en live action, je sais beaucoup trop ce que je dis. Seulement voilà, faut aussi qu'on parle des chara design. Parce que oui, il y a les chara design ajoutés aux effets spéciaux. Parce que si tu veux faire des effets spéciaux suffisamment lisibles ou quoi, encore une fois on est sur la lisibilité, parce qu'après tu regardes un film ou des images des films, donc c'est logique de savoir ce que tu regardes. Et surtout le simple fait que Transformers à la base c'est une licence qui est faite pour vendre des jouets. Donc du coup, non seulement il faut que les effets spéciaux suivent la cadence, mais que les chara design des Transformers donnent envie de les acheter ces jouets. Parce que oui, je sais que certains vont pas trop aimer ce que je vais dire, mais au bout d'un moment les gars, c'est une réalité. Transformers, à la base, ça doit faire vendre des jouets. C'est comme ça, et on n'y peut rien. Mais bon, ça n'a pas empêché certains films d'être excellents, ou au pire d'être des grosses merdes. Donc du coup, c'est logique que les chara design pour les effets spéciaux du film puissent y être retranscrits aussi. Et je suis désolé que je mette en colère certaines personnes, mais les chara design de ce Transformers là sont laids. Mais laids au possible. Il n'y a que côté Autobots où ça passe. Le chara design de Bumblebee est original et c'est sûrement le meilleur chara design de toute la licence Transformers. Enfin, juste de la saga de Michael Bay, le reste de la licence ça va être compliqué à débattre. Le chara design d'Optimus quant à lui, il passe, voilà, il respecte plus ou moins la matière de l'animé. Mais bon, on va en parler petit à petit, vous allez voir. Quant à Jazz et à Ironhide, Jazz lui, il a l'air stylé, franchement il donne envie de l'acheter en tant que jouet. Et Ironhide, il a ce côté massif, même s'il lui manque cette fameuse couleur rouge qui lui est iconique. Mais malgré tout ça, ça ne m'a pas autant gêné plus que ça, même encore aujourd'hui. Et je trouve que ce chara design lui va bien, surtout quand il a ces espèces de gros canons sur le bras. Franchement, je trouve que ça lui rajoute un truc. C'est juste du côté des Decepticons où ça va coincer un peu. Déjà, tu vois la couleur, il y a un énorme problème. Pourquoi le noir? Genre, le gris noir un peu bizarre. Pourquoi? Le chara design de Megatron est bipède, squelettique, bizarre. Bref, tu sais pas du tout ce que c'est. Starscream a le mérite d'être au moins un petit peu original et ça lui va plutôt bien, je trouve. Les seuls chara design que je trouve originaux et classe pour la plupart, ça reste Blackout avec ses logs en hélice d'hélicoptère, mais à part ça, c'est tout. Barricade qui lui, bon, est le mieux fait des Decepticons, je préfère préciser. Et après, t'as le reste,
Bon, le reste quoi, voilà. Surtout qu'en plus de ça, il y a encore un autre problème, le fait que les effets spéciaux puissent complexiser un petit peu leur caractère visuel. C'est-à-dire par exemple, regardez-moi ces visages, à quel point ils sont détaillés. C'est ça le problème aussi des films de Michael Bay, le fait qu'ils aient des parties du corps beaucoup trop détaillées, ce qui fait que du coup, ça crée encore plus de faux raccords et plus d'illisibilité par rapport à ce que tu regardes. Mais bon, après si les chara-design et les effets spéciaux de ce film sont un petit peu, yin et yang, voyons voir comment ça se passe du côté de Rise of the Beast. Ah bah c'est pareil, bah merde. Bon, je sais qu'on vit dans une période assez compliquée, 2023 c'était une période hyper compliqué pour les effets spéciaux à l'époque de... comment ça s'appelle déjà? Oui, l'hécatombe du box-office, j'avoue. Pour les plus jeunes qui se repèrent pas, l'hécatombe du box-office, c'est la période où il y avait tellement de films qui sortaient en même temps que la majorité d'entre eux se sont plantés. Et en 2023, on a eu plein de plantages. De toute façon, j'en parle dans cette vidéo pour ceux qui veulent aller la voir. Mais factuellement, les chara-design de Rise of the Beast sont beaux. Bon, c'est pas non plus les chara-design les plus beaux non plus, mais franchement, ça va, ils sont bien faits. Les chara-design d'Optimus, bon... c'est quasiment un copier-coller de ce qui a été fait dans le dessin animé original, mais il reste quand même bien fait et surtout un minimum réaliste. Même si le seul gros problème et le gros bémol qu'il y a, c'est que les effets spéciaux ne paraissent pas finis. Et en même temps, quand les gars ils ont 10 000 studios, 10 000 films à gérer en même temps, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu deux autres boîtes de production qui les ont rejoints, à savoir MPC Productions et Weta Digital eux-mêmes. Mais même avec ça, à certains moments, les effets spéciaux paraissent trop too much. Surtout quand tu compares au Transformers 2007, où vraiment là, ça paraît presque intemporel. Du coup, rien que pour le simple fait que ces effets spéciaux-là vont mieux vieillir que ceux qui sont sortis en 2023, bon, on pourrait dire que je pourrais leur accorder un point, mais j'aimerais un peu plus m'attarder sur les chara-design. Même si certains personnages sont des plagiats des caractères design originaux des dessins animés originaux des années 80, malgré tout ça, moi je trouve que ça fait absolument tout leur charme. Sauf pour Wheeljack, mais en même temps, même si les chara-design de certains sont simplés et juste copier-coller l'original, c'est pas grave parce qu'au moins déjà, on voit ce que ça donne en live avec, bon, 2-3 modifications bien sûr, quand même, pour histoire qui puisse être au mieux un peu plus concret dans l'univers qui représente. Et surtout aussi le simple fait qu'ils ne paraissent jamais énormément complexes. C'est-à-dire que dans ta tête, ils peuvent suffisamment passer dans ton esprit pour dire que ah ouais mais le gars il ressemble à ça, ok d'accord. Et surtout quand tu vois les personnages se transformer, tu vois où telle pièce va à quelle autre pièce. Parce que ça permet de savoir exactement comment est-ce qu'il se transforme. Et ça, voir le concept d'un véhicule se transformer en robot, c'est ça qui est passionnant. D'ailleurs, quand j'étais petit, c'est ça qui me donnait envie d'aller acheter ces jouets. Et c'est aussi ça qui m'a fait un peu plus forger de mémoire, savoir quelle pièce, quelle partie du corps va à quel endroit et qu'est-ce qui forme les roues, tout ça. Bref, c'est ça qui me passionnait le plus avec l'univers de Transformers. Savoir comment est-ce qu'on passe de l'étape robot à l'étape véhicule. Vous avez beau critiquer les chara-design des dessins animés des années 80, mais franchement les gars, imaginez-vous, vous êtes un enfant, genre un petit gamin et il a envie de jouer ou quoi que ce soit. Il regarde Transformers pour la première fois et il va voir comment les Transformers se transforment en quoi dans le dessin animé. Vous croyez qu'il va se dire quoi? Évidemment qu'il voudra des jouets comme ça, je veux dire, il voit le concept et tout ça, il se dit ça va être cool de transformer, du coup ça va se faire super plaisir. Mais là, quand tu vas voir le film de 2007 face à Titouan, va lui dire maintenant d'aller acheter les nombreux autres jouets tirés du film de 2007 et de demander de transformer ce Transformers-là chaque jour. Après, ça aurait pu être pire, T'aurais pu acheter des Transformers qui se transforment pas. J'avais un Optimus à Ironhide à cette époque-là, ne me jugez pas. En bref, d'un côté, les chara-design sont très réussis et sont très simplés, ce qui permet de rendre les jouets des Transformers plus accessibles. Mais de l'autre côté, ces effets spéciaux rendent le truc too much et mal fait. Et c'est là qu'on en vient au point final, le vieillissement. Alors je sais que Rise of the Beast a les raisons de se défendre, ok. Mais malgré tout ça, est-ce que les effets spéciaux vont vieillir pour ça? La réponse est non, puisque dans tous les cas, certains effets spéciaux du film sont too much et paraissent déjà fat à la sortie, donc imagine à la suite. Donc du coup, rien que sur ce fait-là, le film de 2007 remporte un deuxième point en sa faveur. Troisième point important, histoire que l'on reste sur la technique, les musiques. Les musiques, c'est ce qui va être super important dans un film. C'est même le simple fait qu'une musique soit mythique qui fait que le film en lui-même sera à 50% mythique. Et j'ai bien dit 50%. Mythique.
Ma Follow Perfection. Les deux films ont été composés par Steve Jablonsky et non pas Jakobski, comme j'aurais pu dire dans la chute de Transformers, comme je l'ai dit il y a plus d'un an, hein, mes excuses d'ailleurs. Alors, petite rectification, en fait, oui, le premier film est bel et bien composé par Steve Jablonsky, mais pas celui-ci, pas Rise of the Beast. Il a été composé par un autre compositeur qui s'appelle Rodwin Bontemps. Ouais, ok, je sais pas qui c'est ce gars, mais voilà, cherchez sur Wikipédia. Et soyons d'accord sur un point, les musiques de 2007 pour Steve Jablonsky sont des classiques en tout genre. Combien de fois est-ce que les OST de ces films-là, enfin, oui, tous ces films de Steve Jablonsky sont passés. De toute façon, les musiques de Steve Jablonsky sont tellement incroyables que je me souviens qu'un gars a dit que les musiques racontaient une meilleure histoire que les films eux-mêmes. Et franchement... ce gars-là a dit la phrase de l'année, on le remercie, bravo. On s'apercevra même de film en film que les OST n'ont pas arrêté d'évoluer au fil du temps. Je pourrais toutes vous les faire passer, mais... on est à peine en début de vidéo et ça fait que 22 minutes, mon pote, hein. Dis-toi qu'on vient à peine de commencer. Après, si tu rajoutes à ça, en plus de ça, les Linkin Park, ils sont devenus populaires et connus grâce à ce film. Non, frère, bon là c'est trop, Hakarabi c'est trop. Cette musique est tellement mythique que je me souviens, la petite anecdote du jour... j'étais en train de me former à une école d'acteurs, c'est-à-dire que je devais passer des entretiens, tout ça, et le but c'était d'interpréter une scène. Et j'ai pris la musique de Linkin Park et tenté de faire ma meilleure imitation d'Optimus Prime. Conclusion, ils ont dit que j'étais un énorme potentiel, mais que j'avais trop de stress. Du coup, ils m'ont pas pris. Et en ce qui concerne Rise of the Beast, un OST pour voir? En fait, il y a tellement rien que... il y a pas non plus grand chose à dire. Les gars, ils ont tellement rien qu'ils sont obligés de recycler le thème du premier film, Arrival to Earth. Pourquoi? Sachant que c'est un reboot. Faudrait que je fasse une autre vidéo pour parler de ce défaut. C'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... bah rien en fait, tu manques de talent personnel. Bon bah au moins cette partie-là elle ira vite, hein, 3-0, hein, rien que en la faveur du film de 2007, hein, voilà. On a parlé du point de vue technique, maintenant on va parler du point de vue narratif, à savoir les personnages. Et les personnages dans ce film, enfin le film de 2007 si je puis dire, bah, ils sont tous nuls à chier, voilà, tout simplement, voilà, faut le dire les gars. Déjà, tu dis que Michael Bay s'est pas filmé, et là maintenant tu vas nous charler que les personnages de Michael Bay sont mal écrits. Mais bien sûr que non. Sam Witwicky c'est un personnage héroïque absolument fantastique. C'est un héros absolument surdimensionnel et extraordinaire. Le genre de personnage qui n'a aucun défaut et qui est prêt à les surmonter pour pouvoir affronter toutes ses erreurs passées. Même si je connais pas son passé, mais il se bat pour son grand-père, parce que nul sacrifice égale nulle victoire. Ah là là, et comment pas aussi parler d'Optimus, cette figure emblématique que t'as imitée pour aller dans une école d'acteurs. Ah franchement ça aussi c'est une figure emblématique qui a fait preuve de valeur surdimensionnée pendant tout le long de sa saga. Un personnage qu'il faudra respecter absolument toute sa vie et qui aura forgé des centaines de milliers de générations. Ouais je sais, c'est incroyable hein. Absolument tout ce que tu viens de dire est faux. Sam ne possède absolument aucune de ces qualités là, si ce n'est peut-être le sens du oh nul sacrifice nulle victoire. Mais sinon à part ça en off, bah ça a l'air d'être un personnage très excité sur l'endorphine. Peut-être même trop excité hein, si on regarde cette belle compilation. I'm not okay, alright? I'm losing my mind a little bit. I'm getting chased by my car right now, I gotta go. Break down the elemental components of energy on a single constant K rating. Extrapolate reach of the 14 galactic convergence took the Sentinel Prime expedition receiving it. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand on disait que Sam c'était un gars qui avait des valeurs et tout ça? Bah lorsqu'il rencontre Michaela, il est prêt à dégager son putain de meilleur pote juste pour accompagner sa copine au gros ventre. Enfin au ventre molle mou, enfin... bref, une meuf à ventre. Parce que oui, le personnage de Megan Fox, c'est tout ce qu'elle est. Un cul et des seins. Elle a à peine une personnalité et c'est tout. Le trait de personnalité qu'elle a, c'est que son père a connu le secteur 7 et il est en prison. Du coup, Michaela est traumatisée et elle est fan de mécanique. C'est tout.
Ah bah merde, alors je pensais que ce serait une chic femme. À part ça, la fameuse, c'est une grosse bimbo qui est là pour dénuder son ventre, presque à la limite. Et le pire, c'est que si Michael Bay insiste sur le simple fait qu'elle soit bonne, ah bah je suis désolé les gars, mais je vais pas vous aider et je vais être bouche cousue. Et les parents de ça qui sont censés apporter de la valeur à ce dernier, non, ce sont juste des parents chiants, au point qu'il y a la mère de Sam qui lui demande si son fils ne se serait pas masturbé. Were you masturbating? Judy. Was I masturbating? No, Mom! No, I don't masturbate. Si, je vous jure, c'est vraiment une scène qu'ils ont gardée sur le montage. Il y en a personne qui s'est dit que c'était peut-être pertinent à enlever parce que c'était trop gênant. Et les seuls qui limite ont une personnalité dans toute cette histoire, bah ce sont au minimum les militaires, qui eux sont limite sous-exploités. Au point que je me demande si ce sont pas eux qui sont les personnages principaux. Je veux dire, bah oui, c'est eux qui ouvrent la première scène du film Transformers après l'introduction d'Optimus. Pourquoi est-ce que ce sont pas eux les humains principaux dans toute cette histoire? Surtout que ça aurait pu être intéressant, je sais pas. Surtout que c'était une idée de Michael Bay à l'origine. Pourquoi ne pas avoir mis les militaires en tant que personnages principaux dans l'univers Transformers? Je comprends pas. Et si tu rajoutes en plus de ça une secrétaire accompagnée de son gars comic relief parce qu'il est noir, en plus au cliché possible de tous les noirs qui aiment le hip-hop, enfin bref, voilà, sans commentaire encore une fois. Et si t'ajoutes en plus de ça Secteur 7, pour un film qui s'appelle Transformers, ça fait beaucoup d'humains dans toute cette histoire. Et c'est justement ça le gros problème de ce film et même de la saga de manière générale. Il y a trop d'humains pour si peu de Transformers. Surtout pour 5 Autobots. Optimus, on peut dire qu'il est doux, qu'il a de la valeur, tout ça. Et même lui, il se présente comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, pourquoi est-ce qu'il se met à décapiter sauvagement la tête de Bonnet Crusher? Il t'a rien fait le gars, sois pas si sauvage, sois pas si violent, qu'est-ce qui t'arrive? Bumblebee, à la limite, bah c'est le seul qui a un minimum de personnalité. Et encore heureux, le gars est presque introduit comme le E.T. dans toute cette histoire. Et ça c'est bien. Mais à part ça, la personnalité des autres Transformers, c'est rien du tout. Jazz est une sorte de comic relief. Ratchet nous chalague en disant que c'est un médecin alors qu'il a rien fait de médecine en parlant. Et Ironhide a des gros canons. Après ça aurait pu être pire, on aurait aussi pu dire qu'il est des grosses... Mais côté des Decepticons, ça s'arrange pas. Entre Megatron qui nous donne cette impression que de grogner, mais genre, littéralement, il fait que grogner. Bon, je dirais plus c'est Barricade qui grogne le plus à côté, hein, voilà. Et en dehors de ça, tous les autres personnages Decepticons n'ont aucun dialogue, ce qui les rend anecdotiques pour dire inintéressants au possible. Et en plus, le seul autre personnage figurant dans toute cette histoire qui a un minimum de dialogue à part Barricade, Starscream et Megatron, bon, si t'enlèves les sous-titrés évidemment, bah t'as Devastator, enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Je dirais plutôt Bonnet Crusher, mais ces lignes de dialogue, bah c'est plutôt ça. En bref, les personnages Decepticons, et Autobots, et humains, n'ont aucune personnalité. Concrètement. Ouais, genre ça va, tu vas me faire croire que dans Transformers Rise of the Beast c'est mieux, hein? Mais oui! Mais totalement, tu as totalement raison. Dans cette nouvelle histoire, on apprend que Noah est un ex-mercenaire. Un ex-mercenaire à la recherche de boulot pour pouvoir soigner son petit frère en danger de maladie et avec sa mère qui... Bon, j'avoue, elle est sous-côté, mais bon, c'est pas grave, et au moins les deux, et leur alchimie fonctionne. Tu les vois ensemble, ils discutent ensemble, t'as bah, le petit frère de Noah qui lui redonne courage à chaque fois qu'il échoue. Franchement, c'est une belle fraternité qui s'est créée entre les deux, et ça, c'est une bonne qualité. T'as Elena qui est une femme qui a envie de faire ses preuves, bon, dans une société où... Bon voilà, être noir, ça gagne pas des masses, hein, t'as vu, hein. Et même si c'est peu la façon de les introduire, bah ça nous montre que... Bah, les personnages sont déjà attachants dès le début. Tu les as à peine rencontrés, tu les as à peine connus, tu t'identifies déjà à eux immédiatement, que ce soit sur leurs conditions de vie, ce qu'ils font dans la vie, et ce qu'ils ont envie de prouver aux yeux de leur société. Bref, franchement, si tous les autres personnages sont comme ça, bah c'est très bien. Et spoiler alerte, ils sont comme ça. Et ça rajoute aussi le simple fait que, bah, y ait que 2 ou 3 humains qui les accompagnent. Et ça, bah, c'est bien. Contrairement au Optimus de 2007, là, celui de Rise of the Beast, bon, il a l'air un petit peu plus rêve. Parce qu'en même temps, passer 7 ans sur Terre, loin de ta planète natale, ouais, bah, ça peut faire mal. Et on le ressent un petit peu. On sent que Optimus, bah, lui, il en a marre, il veut se casser, au point qu'il n'ait même pas ses propres phrases de sagesse, et c'est vraiment dommage. Et là où c'est génial, c'est qu'on arrive à iconiser encore plus le personnage, en le remettant en question, grâce à la personnalité de Optimus Primal, qui lui aussi est présent. Primal qui a l'air d'être
presque une sorte d'ermite. Il est calme, posé, simple, et il arrive à parler à Optimus d'une manière rigoureuse. Simple certes, mais franchement efficace. Sur moi par exemple, ça fait de l'effet. Tu dis la fameuse phrase « Je n'aurais jamais imaginé Optimus Prime comme ça », moi sur moi ça fait presque de l'effet. Parce que bon, dans sa planète natale d'où il vient, Primal, admirer Optimus Prime pour ce qu'il est, parce qu'Optimus est devenu un héros galactique, tout ça, etc., etc. Et le voir, comme il est là, ouais, je vous avoue que, ça fait quelque chose. Ça fait du développement de personnage, justement. Et ça, c'est important. Bon, le comic relief, je sais qu'il peut être chiant au bout d'un moment, mais Mirage en tant que comic relief, il marche. Sauf quand il est doublé par Mr. V, évidemment. Hop, 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 petit café, on regarde les images. Et c'est parti, Pauline, je suis prêt. Wouhou! Que c'était bon! J'ai la pression d'huile en zone rouge, j'adore! Je commençais à me mouiller, mec! Je te dis pas comment je retenais les chevaux! Mirage, reste planqué! Mirage, fais gaffe! Te fais pas remarquer! Mais pour un comic relief, il est super attachant. Pour une fois que l'on a d'autres personnages que Optimus et Bumblebee, attachant, ça fait plaisir. C'est un comic relief certes, mais c'est un comic relief vraiment, drôle à certains moments, mais surtout qui arrive à nous le rendre attachant. C'est peu, certes, mais c'est bien. Parce que contrairement au comic relief de chez Michael Bay, l'humour, on sait le doser. On sait qu'un coup de pipi, ça suffit largement, plutôt que de rajouter une bombe énorme au point de remplir la table pour pouvoir bien la frotter comme il faut. Après, bien sûr, il y a quand même des défauts, à savoir qu'il devait y avoir des liens d'amitié sociale entre Elena et Razor, sauf que justement, il y a une scène qui montrait les liens se forger entre eux, sauf que cette scène a été malheureusement supprimée, pour des raisons que j'ignore, peut-être parce que la scène mettait trop de temps à être terminée, ou peut-être qu'elle a été faite trop tard, enfin je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment dommage, surtout que ça enlève énormément de poids sur ce qui lui arrive au moment dans le film, et ça c'est vraiment dommage, parce que justement, cette scène, elle est géniale, je veux dire, voir Razor crever, déjà ça rend le truc au taquet triste, mais surtout quand tu rajoutes à ça les émotions véhiculées par Optimus Primal, et surtout au simple fait que l'on ait accompagné ces personnages qui nous avaient l'air plutôt sympatoches quand même, la voir crever comme ça, ça fait un petit peu quelque chose, et pour une fois qu'on a un personnage attachant qui meurt devant nous et qui nous donne des raisons d'avoir un petit peu les larmes aux yeux. Bon, en ce qui concerne les méchants, ça va être un peu plus compliqué. Il y a des gens par exemple qui reprochaient à Scourge d'être un petit peu le Steppenwolf version Transformers. Alors, je vais vous choquer, mesdames et messieurs, mais c'est le but. Vous savez les gars, il n'y a pas que des antagonistes avec des grandes motivations ou je sais pas quoi. Non, c'est bien aussi d'avoir un antagoniste, fonction. Et là, concrètement, ça marche. Steppenwolf est un bon antagoniste. Et surtout, le détail le plus important et la raison pour laquelle un antagoniste doit exister dans un film, c'est qu'il doit poser difficultés aux héros et surtout les faire obstacles. Parce qu'il faut qu'on parle aussi des échelles de puissance. Le film respecte parfaitement les échelles de puissance qu'il y a entre ces personnages. Scourge est beaucoup trop fort pour qu'il puisse être affronté seul. Et c'est aussi ça le but de l'histoire, à savoir que nos héros puissent affronter une menace commune ensemble plutôt que d'être séparés. Et ça franchement c'est un truc que j'aime bien dans ce film. Mais ça on en parlera dans la partie scénaristique. Et là, dans ce film-là, déjà, on lui impose du charisme. Merci, Peter Dinklage, de nous imposer ce charisme grâce à ta voix absolument magnifique. Comme si tu ne l'avais pas déjà imposé dans une série en particulier qui n'a sûrement pas connu beaucoup de succès. I saved the city and all your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. Of that, I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. Mais il arrive à imposer non seulement de la hauteur et de la puissance envers ce personnage, au point que de le voir non seulement massacrer Optimus Prime et tuer Bumblebee, rajoute encore plus de poids sur le simple fait que ce gars serait capable de vaincre absolument n'importe qui et nous donne presque cette impression d'être imbattable. Contrairement à Megatron où, à côté, il fait un peu trouillard, parce que, à part être emprisonné dans de la glace, ce qui est très con déjà, notez-moi un seul exploit de ce gars-là. Merci. Donc oui, enfin Rise of the Beast gagne un point sur ce coup-là. Donc du coup, ça nous fait 3-1. C'est très déséquilibré, mais t'inquiète pas Rise of the Beast. Je suis sûr que tu seras capable de faire mieux par la suite. C'est quoi l'histoire de Transformers? Le scénario précisément, c'est quoi le speech? C'est simple, le speech de Transformers 2007, c'est un cube s'est écrasé sur Terre, un cube capable de créer la vie des Transformers. Du coup, les humains l'ont récolté et l'ont caché quelque part sur Terre. Le but des Autobots et des Decepticons, c'est de le chercher pour avoir l'ascendant l'un comme sur l'autre. Et ça, Witwicky, le jeune personnage de toute cette histoire, va se retrouver impliqué puisque les lunettes de son grand-père
bah, sont capables de tracer le Spark pour on ne sait quelle raison. Et croyez-moi les gars, dit comme ça, le speech il donne pas vraiment envie. Et quand tu vois le speech exécuté comme ça, bah, il y a des qualités, hein, à savoir, bah, des scènes d'action illisibles certes, mais des scènes d'action quand même, hein, ce qui donne le tout hyper excitant, hyper, bah, amusant à voir. Seulement, le gros problème du scénario de ce film-là, bah, c'est qu'à certains moments, il est hyper con. Je veux dire, on a tous critiqué la fameuse scène où nos héros, pour avoir récupéré le Spark, ils vont se cacher dans une ville. Le prétexte pour tout faire péter est absolument lunaire. Eh petit, ça te dirait de jouer dans mon prochain film? Ça parlera de voitures qui se transforment en robots géants impliqués dans une guerre se déroulant en plein centre-ville, aidé par un américain blanc comme un cul, d'âge moyen qui se tape une top modèle à la fin. C'est le même scénar que tous tes films, quoi. C'était quoi ce bordel? Michael Bay digère pas la vérité. Et quand je parle de prétexte pour tout faire péter, j'ai l'impression que c'est presque ça. Après, il y a aussi d'autres prétextes, soit pour ajouter des trucs racistes, des trucs sexistes, voire même des scènes complètement inutiles. Et sur la scène du jardin, évidemment. Et ça aussi, c'est le gros problème des films de Michael Bay. Ils arrivent pas à trouver un équilibre entre scènes d'action, scènes drôles et scènes noires. En référence à l'humour noir, bien sûr. Mais justement, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du scénario? C'est pas ça le plus important. Le plus important, bah, c'est de s'amuser et de tout faire péter, justement. Sinon, ce serait pas un film. Alors non, désolé de vous dire ça, les gars, mais ça, c'est pas un argument. Bien sûr, je veux bien que ce soit un film de Michael Bay, que c'est bien de tout faire péter, mais là, au bout d'un moment, ça frôle l'overdose et on n'en peut plus. Bouffer des explosions encore et encore, tout ça parce que le scénario l'a demandé. Je suis désolé les gars, mais ça s'appelle pas un scénario. Surtout qu'en plus de ça, bah le gars il nous demande de rester bien concentré puisque il développe le lore de l'univers Transformers. Par exemple, on nous parle du Spark qui a créé le barrage ouvert autour de lui et qui a fait des couches d'épaisseur de 14 terrains de football ou je sais pas quoi. Bref, de toute façon j'ai rien compris tellement c'était lunaire leur truc et j'étais pas assez concentré parce qu'on me demande d'avoir le cerveau pas concentré. En off si vous préférez. Et ça aussi, scénaristiquement, c'est un énorme problème. Le gros problème de ce film-là, c'est qu'il te demande de déposer ton cerveau, mais en même temps, il te demande de rester concentré, de capter un petit peu ce que les personnages essaient de dire aux alentours, parce qu'ils ont un lore à développer. C'est un peu comme si tu voulais faire un film Commando, puis un film Terminator. Alors que justement, Terminator, lui, il a su trouver l'équilibre et la dose entre développer un scénario et faire des explosions. Du coup, là, ce que tu essaies de me décrire, c'est un peu un mélange entre Commando et Evangelion. Là, c'est ça que tu essaies de me faire dire, en fait. Exactement, ce mélange de genres casse le genre du film en lui-même parce qu'on sait pas du tout ce qu'il veut faire. Alors que de l'autre côté, Rise of the Beast, lui, il a une histoire littéralement de clé transwarp qui permet de voyager entre les dimensions. Il est gardé par les Maximos qui ont décidé de fuir leur planète détruite par Unicron, une énorme planète qui bouffe des planètes. En gros, une énorme entité qui fait flipper toute la mythologie Transformers. On se retrouve donc pitché dans les années 90 dans lequel on va suivre des personnages humains et Transformers qui vont devoir collaborer ensemble contre une menace commune. C'est simple, c'est clair, c'est efficace, c'est bien ficelé, bref, c'est précis. Et surtout, on t'embrouille pas avec des nombreuses théories du complot qui te labourent le cerveau ou quoi. Et on te demande pas de soit poser ton cerveau ou soit de reconnecter ton cerveau. Au contraire même, on te demande juste d'admirer le film et de regarder ce qu'il te propose. Après, le seul ventre mou que j'aurais à donner, bah ce serait la bataille finale. Le gros problème de ce film, c'est qu'elle bascule trop sur le fait que, oh mon dieu, nos héros sont sur le point de perdre, étant donné que Unicron est sur le point d'arriver sur Terre. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a Bumblebee qui arrive et qui vient défoncer absolument tous les sbires génériques que Unicron a envoyés sur Terre. Mais oh mon dieu, la clé transwarp ne peut plus être arrêtée, vu que Scourge a détruit le clavier de la clé qui servait à l'arrêter. Du coup, Unicron est sur le point d'arriver. Mais cela s'arrête parce que Optimus est sur le point de tuer Scourge, et Scourge est mort, ça y est. Sauf qu'il y a un énorme problème. Unicron est sur le point d'arriver, il est sur le point de s'attaquer à la planète Terre qu'il est sur le point de bouffer. Mais du coup, heureusement, Optimus décide de détruire littéralement le portail pour que... Tu vois frère, on passe d'une situation, d'une mauvaise situation à une bonne situation, et ce en l'espace de quelques secondes, voire même quelques minutes, ce qui rend le climax un peu chiant. En fait, je dirais que le gros bémol de Rise of the Beast, c'est que le film est beaucoup trop court pour contenir des scènes suffisamment longues, soit pour nous faire respirer, ou soit pour nous faire profiter de l'action. En fait, c'est justement ça le problème, il est trop court, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais bon, au moins ils sont pas suffisamment longs pour nous proposer des gags absolument nuls à chier, hein. SO Mr V, hein, je suis désolé. J'adore tes vidéos YouTube, je trouve au taquet drôle. Et surtout, ils n'en profitent pas pour mettre des blagues racistes. Au contraire même, il y a même certaines scènes que j'ai trouvées suffisamment drôles, genre celle-là par exemple, au hasard. Or is it a plane? Either one's fine. I just need first class, okay? Because I got long ass legs. Well, he is a plane. No. Don't tell me we're flying on. Oh, no. Et surtout, même mieux, il en profite même à certains moments pour nous faire développer son univers. Et c'est là où on en arrive au point qui fascine absolument tous les fans de la licence Transformers, à savoir... À mon avis,
La remontada de Rise of the Beast ne fait que commencer. Le lore dans une licence, c'est ce qui crée le plus de communauté. Parce que quand tu te questionnes sur les nombreuses fictions, que ce soit films, séries, livres, jeux vidéo, etc., il y a toujours des détails qui fait que t'as un énorme lore qui t'est ouvert autour de toi. Que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Transformers évidemment comme on va le voir. Si ces licences sont aussi connues et aussi propagées, c'est tout simplement parce qu'au fil des années, leur lore s'est suffisamment étendu pour laisser place à un univers immense sur lequel tu peux imaginer absolument tout et n'importe quoi, et surtout avec lesquels tu peux faire tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, comme on le voit avec Star Wars. Et là, nous allons voir exactement comment est-ce que les lores des deux films respectifs ont pu être traités, sachant qu'ils sont issus exactement de la même licence, ce qui sera beaucoup plus facile à aborder. Le lore du Transformers de 2007, c'est du pur délire, complot Illuminati reptilien à la totale. C'est-à-dire que là, on te parle littéralement de la création du barrage over, allant littéralement jusqu'à une organisation secrète qui complote tout et qui sait tout sur les extraterrestres, jusqu'à littéralement dire que les explorateurs du Grand Nord, ils ont fait une découverte sur un robot d'alien extraterrestre issu de bref. Voilà, en gros, tous les faits historiques sont liés aux extraterrestres. Voilà, aux Transformers pour plus. Le seul truc qui est développé autour du lore de Transformers, loin de la Terre, c'est la guerre sur Cybertron. Or, Cybertron, déjà, si c'est la seule chose que l'on retient de ce film-là, c'est pas terrible, hein, surtout la planète Cybertron est au taquet dégueulasse, et ce qu'on a déjà vu, déjà des dessins animés originaux, ça donnait déjà bien plus envie, alors que ce sont justement des dessins animés qui ont mal vieilli, graphiquement parlant. La seule chose que l'on sait de Joel Spark, c'est que c'est un objet cosmique qui est capable de créer la vie des Transformers, et c'est tout. Et voilà, c'est tout ce que tu as autour du lore des Transformers. T'as pas grand chose à te mettre sous la dent, alors que bon, Rise of the Beast tabasse Transformers 2007 sur tous les points en termes de lore. Le lore de Rise of the Beast est vaste au point que tu peux te poser plein de questions. Qui est Unicron? Pourquoi est-ce une énorme planète? Et surtout, qu'est-ce qu'abrite la planète des Maximals? Pourquoi est-ce qu'elle existe? Pourquoi est-ce qu'il y a d'ailleurs des Transformers gorilles qui se transforment en Transformers justement? Pourquoi est-ce que d'ailleurs ils ressemblent exactement aux mêmes animaux qui sont présents sur Terre? Pourquoi est-ce que l'on a des Autobots qui sont venus sur Terre alors que sur Cybertron c'est la guerre? C'est quoi la situation sur Cybertron d'ailleurs? Est-ce que les Autobots ont gagné sur les Decepticons? Est-ce que cette clé Transwarp a été utilisée à de plusieurs reprises? Est-ce que même il y a plusieurs clés Transwarp qui se baladent peut-être un peu autour de l'univers? Et d'ailleurs, si Unicron dit que Scourge est originaire d'une planète, est-ce que ça veut dire qu'il y ait une espèce différente des Transformers? Est-ce que Scourge à l'époque c'est un Decepticon? Bref, tu sais pas. Et du coup, ça t'ouvre le cerveau sur plein d'imaginations, ce qui peut donner un lore énorme rien que pour un seul film. Bref, le lore, c'est la plus grosse qualité de ce film. Il développe son lore et il ne te prend jamais pour un gros con. Sauf à certains moments bien sûr, mais bon, ça... Bref, avec tout ce que je vous ai dit, ça paraît évident que par contre le point là, ouais non, il est gratuit. Il est fait pour Rise of the Beast, on lui donne ses cadeaux. Et là pour l'instant, on est sur du ex-aequo à 3-3 chacun. Donc là du coup, on va passer au point final qui va définir exactement lequel de ces deux-là est le meilleur. Parce que oui les gars, faut pas oublier que l'on adapte une marque pour jouer, qui a servi de série télé à l'origine. Série télé qui a déjà fait ses preuves et qui s'est étendue sur plein d'autres séries dérivées aux alentours. Du coup, ouais c'est un peu logique aussi de dire si c'est une bonne adaptation ou pas, et si c'est même une adaptation fidèle. Même si bon, adaptation fidèle, ça veut pas souvent dire grand chose quand on voit le cinéma de nos jours. Et avant de continuer, il faut à tout prix que je revienne sur la définition du mot adaptation. Le mot adaptation signifie réinventer. En gros, on prend quelque chose de déjà connu et on le réadapte à sa sauce pour le réadapter à une génération suivante. Globalement, c'est comme ça que fonctionne l'adaptation. Tu t'adaptes à quelque chose de nouveau. Il faut être honnête, le film de 2007 s'en sort plutôt pas mal à ce sujet. Je veux dire, le film est très bien adapté en dessin animé, et encore je dis ça parce que certains dessins animés, bon... Voilà, hein, quand ils sont adaptés en live action, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Les transformations des Transformers, même s'ils paraissent un peu illisibles à certains moments, ça rend le tout absolument stylé et magique. En bref, franchement, qu'est-ce qui peut se passer mal? C'est tout le reste en fait. À part le côté transformation et le côté guerre entre Autobots et Decepticons, il n'y a rien d'impressionnant non plus. Et en plus, avec les défauts rajoutés derrière tout à l'heure. Parce que oui, adapter des robots géants qui se font la guerre et qui se transforment en véhicules en même temps, ça passe, c'est très bien. La porte du placard, putain, ferme-toi. Par contre, adapter de nouveaux personnages pour qu'ils soient à la fois cons et stériles et surtout hypocrites envers eux-mêmes au point de sexualiser une personnage féminine et les rendre complètement cons, ça les gars, non, ça ne passe pas. Surtout quand t'as déjà eu des personnages comme ça, plus intelligents, plus réfléchis, plus matures et surtout moins cons. Surtout si en plus de ça tu rajoutes des intrigues militaires et des intrigues d'espionnage, ça les gars, ça passe pas. Parce qu'à force de rajouter des choses dans ce film Transformers,
le film n'a plus vraiment de raison de s'appeler Transformers. Les Transformers ne sont plus que des éléments du décor. Et ça, pour l'adaptation, ça ne passe pas. Parce que du coup, ça donne pas l'impression d'avoir affaire à du Transformers. Ça donne juste l'impression d'avoir affaire à un énième film d'action avec des Transformers en supplément cornichon. Alors que Rise of the Beast, bah, encore une fois, c'est tout le contraire. Rise of the Beast a développé l'univers et la licence de la saga, comme je l'ai prouvé dans le point précédent, et nous présente des nouveaux personnages humains hyper attachants, le tout en nous démontrant leurs sentiments. Et c'est ça aussi qui manquait à la licence lorsqu'elle était entrée au cinéma. Et qu'on vienne pas me sortir les excuses du non mais on s'en fout, Transformers c'est fait pour déconner comme dirait l'autre, hein. Transformers c'est pas fait pour se prendre au sérieux, c'est fait pour déconner Transformers. Putain, je honte d'avoir cette réponse là, j'ai vu. Le film a quelques problèmes certes, mais les faits sont là. C'est bien adapté. Rise of the Beast a réussi à adapter la licence le mieux au cinéma. Même si Bumblebee a fait 1000 fois mieux. Mais bon, en même temps, Bumblebee a beaucoup trop de qualité. Hein. Et ça, bien sûr, c'est sûr dû au fait aux applications des réalisateurs. Michael Bay, lui, voulait juste un simple prétexte pour avoir un film qui puisse faire tout péter. Mais Capel Jr., lui, il savait ce qu'il adaptait. Il savait ce qu'il faisait. En même temps, il connaît cet univers. Hein. Le gars, il a mis presque toute sa patte. Hein. Et il arrive à le mieux adapter possible, et ça marche. Après peut-être aussi au final que c'était peut-être trop de contenu autour de l'univers Transformers qui ont été rajoutés à ce film ne veut pas forcément dire que ça fera de ce film une bonne adaptation non plus. Vous imaginez par exemple si on aurait mis absolument tout ce qu'il y avait comme lore dans les films du Seigneur des Anneaux? Ah, je pense 9 heures ça aurait été très court. Du coup avec tout ça, je pense que ça paraît clair, mais Rise of the Beast gagne le 4e point sur 3, et ce qui fait donc que autour de cette vidéo qui était très serrée sur ce combat qui nous paraissait presque mythique, la remontada de Rise of the Beast aura été suffisante sur le Transformer 2007. Je lui accorde ce point là pour la simple et bonne raison que il s'adresse à un public et à nous, fans de Transformers, parce qu'il sait ce qu'on aime, et il sait ce qu'on adore, et ils savent au moins nous faire plaisir, et ça c'est pas donné à tout le monde quand même. Michael Bay il a jamais cherché à nous faire plaisir avec ses 5 films, ce qui fait de ce Rise of the Beast un film bien meilleur que le Transformers 2007. Vas-y toi, de toute façon t'as toujours survendu ce film comme étant un gros chef-d'œuvre incompris ou je sais pas quoi. De toute façon vas-y, ta vidéo elle est nulle, donc à quoi ça sert que je m'attarde dessus hein. Tu sais mec, j'ai pas dit que ce film était parfait. Parce que non, ce film a beaucoup trop de défauts pour dire qu'il est bon. Quoi? Merci à Sozinho d'avoir permis de sponsoriser cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Ciao les gars.